Alors aujourd'hui, nous allons parler d'ECH avec Arnaud Tadei. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs de No Limit Sécu sont Paul Amar, Et bonjour. Nicolas Ruff, Bonjour. Hervé Schauer Bonjour. et Christophe Renard. Bonjour. Alors Arnaud, nous avons déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Oui, alors je suis Arnaud Tadei, je suis basé en Suisse, à Genève, et je fais deux choses dans la vie. D'abord, je travaille pour la société Symantec chez Broadcom. Je fais deux choses dans la vie. Une, je fais du conseil exécutif auprès de mes clients. Et l'autre, je passe la moitié de mon temps à la standardisation internationale, notamment l'IETF et l'Union internationale des télécoms. Alors Arnaud, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres énigmatiques ECH? Alors, d'abord, ECH, ça veut dire Encrypted Client Hello, et ça parle du protocole TLS. Et en fait, c'est la fin de ce qu'on appellera le chiffrement de bout en bout de toute la session. La fin du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire? Alors, avant TLS 1.2, qui était un protocole qu'on connaît avec beaucoup de limites, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient dans le clair. Et donc, l'IETF, Internet Engineering Task Force, a décidé pour le cas de Snowden, c'est été révélé, de chiffrer le maximum d'observables possible. Donc, TLS 1.3 a chiffré le certificat X509. Ensuite, DOH, DOT, DOQ, qui sont DNS over HTTP, DNS over QUIC et DNS over TLS, ont chiffré l'accès du client au résolveur DNS. Et il restait à chiffrer les éléments de ce qu'on appelle le client hello dans la session TLS, qui était encore dans le clair, et notamment le fameux SNI qui veut dire Server Name Indication. Alors, j'ai dit plein de mots barbares là, mais en gros, depuis 2017, quand TLS 1.3 a démarré, il y a eu tout un mouvement qui s'est organisé pour chiffrer tous les observables qui sont utilisés par la défense sécuritaire réseau en particulier, pour pouvoir faire de la défense. Et c'était motivé par le fait que ces données laissaient passer trop de choses dans le clair, et notamment trop de choses qui atteignent la vie privée des gens. Donc c'était un problème de remettre la priorité sur la vie privée aux dépens de la sécurité. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche sur les virtual hosts? En fait, comme plusieurs services web, enfin plusieurs noms de domaine peuvent être hébergés derrière une même adresse IP, quand ton client contacte un nom de domaine, enfin un serveur web en HTTPS, il va dire je me connecte à telle adresse IP, mais je demande à accéder à tel site. Et cette partie-là passe en fait en clair dans la négociation TLS. Je pense qu'il faut préciser, donc l'histoire du virtual hosting, c'est que on veut sur un seul serveur physique, sur une seule adresse IP en l'occurrence, héberger plusieurs sites web. Et tant qu'on est en HTTP, c'est simple, on se connecte en TCP, on commence sa session HTTP et on dit je veux me connecter à tel site. Et le serveur sait quoi répondre. Le problème, c'est que comme TLS et HTTP sont deux couches indépendantes, le serveur doit présenter un certificat qui corresponde à l'hostname, au FQDN qui est accédé, et que avant qu'on lui dise quel est le site que l'on veut accéder, il ne sait pas quel certificat choisir quand il en a plusieurs. Et donc SNI, ça permet de dire dès le début de la session, bonjour, j'essaye de me connecter sur le site ABC et pas le site DEF, et de recevoir le certificat pour le bon site. C'était déjà une évolution de TLS. Et le SNI, Alors, du coup, est chiffré. Non, il est en clair, parce que tu as besoin de le... Enfin, initialement, il est en clair parce que tu as besoin de l'échanger avant d'avoir reçu le certificat et d'avoir vérifié l'identité du serveur et avant d'avoir fait une négociation des informations cryptographiques de session. Voilà, c'est ça. Donc en gros, le problème, c'est que le DNS te permet de trouver l'adresse IP que tu vas me contacter, mais il manquait le petit bout pour aller un petit peu plus loin pour trouver le serveur que tu voulais vraiment. Donc, si tu as 10 000 sites qui sont hébergés par 1.2.3.4, toi ce que tu veux c'est établir une connexion avec le serveur 14. Donc
Le DNS te permet d'aller sur 1.2.3.4 et le SNI te permet d'aller sur les bons serveurs. Le problème, c'est que quand TLS démarre, il démarre dans le clair. Il n'y a rien avant. Quand on veut établir une communication applicative chiffrée, elle doit être chiffrée de façon symétrique. C'est par exemple HTTPS. Pour pouvoir avoir ce chiffrement, si on doit avoir un chiffrement symétrique des deux côtés, il faut qu'on puisse partager un secret. Pour partager un secret, il faut protéger ce secret. C'est pour ça qu'on a TLS. Donc TLS ne peut pas être symétrique, sinon il faudrait encore quelque chose de symétrique, et encore quelque chose de symétrique à l'infini, ça ne marche pas. Donc TLS, lui, il démarre de façon asymétrique. C'est pour ça qu'on a la PKI, l'infrastructure de public mondiale, qui permet d'avoir ce certificat qui permet d'établir cette communication asymétrique. Seulement, pour la démarrer, il faut bien démarrer de zéro. Donc, quand TLS démarre, il démarre non chiffré, et comme c'est un protocole poli, il commence par dire « Bonjour, je suis le client hello ». Et dans ce client hello, il va passer un certain nombre de paramètres, dont le SNI, et dont la LPN et d'autres. Donc, la LPN, c'est le Application Level Protocol, avec tout le problème. Negotiation. C'est pour que la couche applicative en fait, puisse récupérer des informations sur les paramètres TLS qui ont été négociés dans les couches beaucoup plus basses. Donc, le problème, c'est que comme on part de zéro, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir chiffrer ce dernier morceau qui nous manque? Alors au départ, ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, quand les gens ont fait TLS 1.3, puis l'accès au résolveur DOH, DOT, DOQ, ils voulaient chiffrer le SNI. Et donc, pendant très longtemps, le draft qui a été présenté s'appelle ESNI pour Encrypted SNI. Et en fait, en le faisant, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même d'autres choses qui étaient intéressantes de capturer, par exemple la LPN et d'autres. Et en fait, c'était aussi, je pense, marteau-pilon pour juste un paramètre. Ils se sont dit, bon, on va chiffrer tout le clientello, ce sera plus facile. Et donc, ils l'ont appelé Encrypted Clientello. Par contre, dans la littérature, ce qu'il faut voir, c'est que le draft Internet, c'est le nom du document quand le protocole est développé, il a encore le nom ESNI et pas le nom ECH. Vous ne verrez pas le nom ESH dans le nom. On n'a plus exactement le nom du draft. C'est en version 17 aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il commence par ESNI. En fait, c'est bien Encrypted Clientello. Mais alors, tu le chiffres de façon asymétrique parce que tu nous as expliqué précédemment que sinon on tombait dans une boucle infinie. Mais tu le chiffres avec quel certificat? Alors, justement, c'est là où ça devient très complexe parce que comment faire pour démarrer un chiffrement quand on n'a rien? Alors, il a fallu des tas d'idées et mettre en place des tas de choses. Alors, la première chose, c'est que on va commencer par dire que quand le clientello part du client vers le serveur, on va faire une poupée russe. Donc, on va dire, on a bien un clientello qui part, on va l'appeler le clientello outer, l'extérieur. C'est un clientello qui passe, il n'y aura rien de vraiment intéressant dedans, mais il va passer, sauf qu'à l'intérieur, il a le vrai clientello qu'on va appeler le clientello inner. Lui, il va être chiffré. Donc, l'objectif, ça va être comment on fait pour chiffrer quelque chose quand on part de zéro. Alors l'histoire, je vais faire une pause ici, mais l'histoire, elle est assez compliquée et colossale. Franchement, colossale. L'effort intellectuel qu'il a fallu pour faire ça, il est gigantesque. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dire, puisque l'objectif, quand même, c'est de faire en sorte qu'on ne voie plus la destination de l'utilisateur. Donc si on veut plus voir la destination de l'utilisateur, il faut commencer par cacher tous les serveurs du monde derrière ce qu'on appelle un client-facing server. Je répète, c'est gros. On va prendre tous les serveurs du monde à terme. Le CH sera complètement déployé et adopté par tout le monde. Tous les serveurs du monde ne seront accessibles qu'à travers un client-facing server. Et pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un immense ensemble d'anonymité derrière un frontal. Excuse-moi, mais là-dessus, est-ce que c'est vraiment réaliste? C'est-à-dire qu'avec toutes les stacks legacy ou quoi, enfin je veux dire, la mise en place de CH là-dessus, c'est... Mais en fait, tu l'as, c'est les Content Distribution Network, c'est les prestataires de cloud. Ouais. Ils ont déjà des milliers de sites derrière une adresse IP. C'est déjà le cas, effectivement, comme le dit Christophe. Disons qu'il y a des complexités et on verra un petit peu plus tard où ils en sont vraiment du déploiement, parce que pour moi on est au début, mais
effectivement, je pense que c'est pas là où ça pose un problème, parce que ça pose un problème, mais ça posera un problème plus tard. Ça marche. Je pense pas que c'est un problème de scalability, mais c'est un problème de résilience. Oui, et puis il faut quand même préciser que c'est TLS 1.3, donc de toute façon tous les vieux trucs, les machins, les IoT et tout, ne supporteront jamais ça. Tous ceux qui sont en TLS 1.2 ou antérieur, c'est pas... Alors, il faut bien voir, très bonne remarque, ECH est une extension du protocole TLS 1.3. Alors, je vais faire un petit teasing, mais c'est pas seulement que c'est une extension du protocole TLS 1.3, mais à terme, quand le serveur ne pourra pas honorer ECH, le TLS 1.3 fera ce qu'on appelle Grease ECH. Qu'est-ce que c'est que Grease ECH? C'est un faux ECH. C'est-à-dire que si le navigateur voit que de l'autre côté, il peut pas faire ECH, il va dire, ben je prétends que je fais ECH. Donc tout a été construit pour faire échouer la défense réseau et les équipements réseau. Je pense qu'il faut quand même très largement préciser que toutes les mesures destinées à anonymiser des consultations, et en particulier on pense aux gens qui consultent depuis des pays dictatoriaux, mais pas seulement, sont des mesures qui reposent sur le fait de se perdre dans la masse. Donc si vous accédez à un serveur qui est hébergé derrière un particulier, enfin qui est hébergé chez moi sur ma liaison fibre, eh ben en fait vous n'êtes pas anonyme du tout, même si vous avez caché le SNI, parce que doit y avoir 3 noms de domaine chez moi, quoi. Et en plus ils sont tous gérés par le même bonhomme. Donc ce sont des mesures qui ne protègent les gens qui naviguent qu'à partir du moment où ils accèdent à des services qui sont perdus dans la masse d'un prestataire cloud ou d'un CDN. On peut penser par exemple à Telegram qui essaye d'échapper à la censure russe ou ce genre de choses. Tout à fait. Donc ça c'est important, c'est pour ça que je disais, plus l'espace est grand, plus on est caché. Ça correspond exactement à ton argument. Donc, alors, comment on va faire pour y arriver? On a un client-facing server, c'est déjà une chose. Alors, techniquement parlant, on peut mettre le serveur de back-end sur la même machine, on appelle ça le shared mode, ou on les met en split mode, c'est-à-dire qu'on sépare le client-facing server du back-end server, ce qui va être, j'imagine, le cas pour la plus grande majorité des cas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a bien fallu inventer une nouvelle cryptographie. Donc il y a une nouvelle crypto qui s'appelle Hybrid Cryptographie. Je crois d'ailleurs qu'elle a été faite par l'INRIA, je suis plus sûr, mais je pense que c'est l'INRIA qui l'a faite. Évidemment, parce qu'elle ne peut pas être symétrique, c'est l'objectif à la fin. Elle ne peut pas être asymétrique, c'est ce que TLS doit faire. Donc, on part avec une cryptographie hybride. Alors, cette cryptographie, le client-facing server va la prendre et va générer un vecteur de configuration qui inclut la clé publique pour ce site particulier, maintenant, là, pour les prochaines 48 heures. Donc, il doit générer tout un vecteur de configuration avec des paramètres. Et il doit faire en sorte que le client, il va obtenir cette information-là. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme possibilité? La possibilité qui a été choisie, qui n'est pas mandatory, qui n'est pas obligatoire, c'est le DNS. Donc, la troisième chose qu'on va faire, après avoir mis en place un client-facing server, après avoir mis en place une nouvelle cryptographie, c'est qu'on va changer le DNS pour que le DNS ne soit plus le DNS qu'on connaît, qui nous envoie des braves haricorn, ou quadruple A. Mais le DNS va être changé en un directory serveur mondial. Ça veut dire que pour chaque entrée exemple.com, par exemple, je vais pas seulement avoir 1.2.3.4, mais je vais avoir l'adresse de son client-facing server, et je vais surtout avoir ce qu'on appelle, quatrième invention, des nouveaux resource records, des service binding, qui sont pas faits que pour ECH. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles la communauté a décidé d'avoir d'autres ressources pour décrire un domaine particulier. Mais en particulier, le client-facing server va publier des ressources records toutes les 48 heures sur la cible qu'il veut avoir. Ça commence à faire beaucoup de choses. Un client-facing server, une cryptographie hybride, des nouveaux service binding, et on change la nature du DNS. Donc avec tout ça, comment ça marche? Je suis navigateur. Je veux faire ECH. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur mon resolver. Ah, oui, on a déjà une cinquième invention qui est DOH. DOH a été inventé dans ce cadre-là. TLS 1.3, DOH, tout ça c'est un ensemble de briques qui ont été construites ensemble. Donc, le navigateur fait un DOH sur le resolver, donc personne ne peut le voir, en théorie. Le DOH va sur le DNS pour dire, pour exemple.com, j'ai quoi comme données? Ah, voilà, tu as ton client-facing server, 4.5.6.7, tu as ce resource record, avec la clé publique et les paramètres dont tu as besoin. Maintenant, tu peux revenir à la maison et avec ça, tu peux construire ta poupée russe.
Donc le navigateur va construire son client Hello Inner, va l'encapsuler dans le client Hello Outer, et il va faire son TLS client Hello normalement. Il envoie tout ça, ça arrive bien sûr sur le client facing server, qui lui a tout ce qu'il faut pour déchiffrer ce qu'il y a dedans. Il récupère le SNI, il fait un TCP forward sur la destination finale. La destination finale reconnaît que c'est un TLS, va honorer ce TLS pour revenir vers le client et va fermer le handshake correctement. Et du coup, on a un end-to-end depuis le client vers la destination finale, sans que personne, à part le client facing server, ait pu voir où était la destination finale. C'est un petit peu comme si on avait une sorte de reverse proxy géant qui va récupérer toutes les sessions HTTPS et les forwarder au bon endroit. On peut voir ça comme ça. Ouais. C'est un gros load balancer, si tu veux, ou reverse proxy, ou on peut l'appeler comme on veut. Mais toujours est-il que, voilà, c'est quand même... Voilà, pourquoi c'est colossal? C'est pas juste une extension comme ça qui va arriver, donc c'est colossal. Il a fallu 10 ans de travail, je pense, tout un ensemble de gens pour réussir à faire ce travail-là. C'est quand même intellectuellement, c'est incroyable. Dans le fond, il y a quand même beaucoup d'idées qui venaient de Tor, et d'essayer de rendre ça de façon générique pour tout le monde, effectivement, avec l'intention de surtout servir les dissidents et les communautés discriminées. Ça résout d'autres problèmes que les aspects privacy? Alors, c'est déjà un gros truc que ça résout. Après, on peut débattre si ça résout plus de choses ou moins de choses. Effectivement, ça pourrait être intéressant, par exemple, si je suis une banque et que j'ai des clients, j'ai pas du tout envie que quelqu'un regarde la destination où mes clients vont. Donc ça peut être intéressant pour mes propres clients, donc il y a des gens qui peuvent le voir positivement pour leurs organisations. On peut imaginer aussi les prestataires de, non pas de VPN, mais de proxy anonymisants sur lesquels on pourrait se connecter et eux-mêmes, on verrait plus rien une fois que la connexion est faite, mais on peut déjà le faire avec du TLS aujourd'hui. Par contre, il y a une question que ça me pose, qui était un peu la même qu'on a aujourd'hui quand on met ses clés publiques SSH dans le DNS, c'est que l'essentiel du monde ne fait pas de DNS sec. La plupart du DNS aujourd'hui est pas chiffré signé. Donc qu'est-ce qui va protéger contre une attaque ou quelqu'un qui a la main sur les faillis? Je sais pas, on peut imaginer dans les circonstances par exemple dans lesquelles ont été les gens pendant le printemps arabe en Tunisie, où les principaux fournisseurs d'accès internet travaillaient avec le régime, et donc pourraient avoir un DNS menteur qui renverrait des paramètres cryptographiques truqués pour pouvoir après déchiffrer le SNI. Comment est-ce qu'on s'en protège? Alors là, pour le moment, je pense qu'il y a des limites au modèle. Le DNSSEC, c'est... En fait, ce qui est assez curieux, c'est que je pense que le taux de succès de DNSSEC augmente avec ECH. Donc peut-être que l'objectif, ou peut-être que l'une des conséquences sera que DNSSEC sera de plus en plus populaire grâce à cette extension. Parce qu'aujourd'hui, la principale protection de l'utilisateur, alors si on parle toujours dans le cadre de l'utilisation de TLS dans un navigateur, parce qu'il y a plein d'autres utilisations de TLS, c'est le fait que les navigateurs récents font du DNS over TLS et vont résoudre chez Google ou Mozilla. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est relativement facile de pousser des extensions qui désactivent ça, pour de bonnes raisons ou de mauvaises, enfin ça se discute. Mais du coup, je suis pas certain qu'utiliser le DNS comme médium pour diffuser des informations d'initiation de sessions cryptographiques soit fiable tant qu'on n'arrive pas à généraliser le DNSSEC. Et on voit que le gouvernement américain, qui avait donné un objectif, je crois que c'était 2016, tous les services fédéraux sont sous DNSSEC, a pas réussi. Alors, effectivement, il faut bien voir que DNS, c'est pas obligatoire dans le protocole. Le protocole dit pas que c'est obligatoire, c'est juste une façon de le faire. Je crois que Meta fait des tests en ce moment en n'utilisant pas le DNS, mais on pense que ça reste quand même temporaire. Donc après, la communauté va avancer. Mais enfin, je dois dire que c'est presque un deuxième problème dans ce qu'ils essayent de faire. C'est pour ça qu'on n'a pas encore trop regardé là-dedans pour l'instant. Je pense qu'il y a déjà tellement de trucs à faire fonctionner avant que
faut se rendre compte de l'infrastructure qu'on est en train d'essayer de faire fonctionner. Donc pour le moment, je pense qu'ils essayent déjà de mettre ça en place. Et après, chaque problème trouvera sa solution. Ça fait grosso modo 10 ans qu'Edward Snowden a publié les documents de la NSA. Il y en a eu d'autres qui ont été publiés qui sont peut-être pas de lui, mais enfin grosso modo il y a un paquet 2013-2014. On voit que l'IETF depuis a drastiquement poussé l'évolution de de TLS vers la version 1.3 avec beaucoup d'attention au fait que les attaques qui avaient été documentées soient plus faisables. Les éditeurs de navigateurs eux-mêmes, les principaux éditeurs de navigateurs, de toute façon, ça va être Google, Microsoft et Mozilla, sachant qu'aujourd'hui, à part Mozilla, quasiment tout le monde utilise WebKit, qui est le même moteur que utilisé par Chromium, Edge, Safari, quoi, à peu près. Tout le monde a adopté ces évolutions, mais sur ces 10 ans, est-ce que les questions qui se posaient à l'époque sont toujours d'actualité? Et est-ce que quand l'IETF aujourd'hui va standardiser le encrypted clientello, c'est pour se protéger des mêmes choses que ce qu'avait documenté Snowden? Ou est-ce que c'est pour d'autres préoccupations? Alors, c'est une très bonne question parce que les 10 ans de Snowden ont été célébrés. Il y a même un draft RFC qui a été produit pour célébrer ça. Donc il y a eu différents points de vue, hein. Le point de vue de Bruce Schneier, le point de vue de Stephen Farrell et le point de vue d'autres personnes, j'ai oublié les noms maintenant, avec différents points de vue dessus, mais en fait, il n'y a pas grand-chose, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait finalement évolué, à part le fait que l'IETF a effectivement cherché à chiffrer de plus en plus. Les causes, les raisons profondes de ce monde n'ont pas changé, voire ont même empiré. Hein. Je veux dire, la géopolitique, et là par contre, c'est pas l'IETF que je vais mentionner, mais c'est l'Union internationale des télécoms, où je peux vraiment voir la géopolitique mondiale. Je pense que c'est plus intense qu'il y a 10 ans en arrière. Alors, ce qu'il faut quand même voir, et là je préfère être clair avec tout le monde, hein, c'est que moi je suis dans l'opposition du groupe qui a fait tout ça, pour un certain nombre de raisons, hein, qui sont de ma position. Après je peux expliquer plus en détail pourquoi, mais moi je vois quand même beaucoup de soucis avec ce qui a été fait là maintenant, et donc je pourrais expliquer à peu près les conséquences et implications que ça a dans l'autre sens. Et du coup avec le déploiement de CH, est-ce qu'on est safe? C'est-à-dire finalement je le déploie demain Alors c'est là où j'ai une grosse question. Alors là, il faut voir un petit peu l'évolution qu'il y a depuis 30 ans entre l'IETF et les gens qui essaient de la faire à la sécurité. C'est que chaque fois que l'IETF a fait un protocole, finalement, il y a des gens qui ont trouvé des façons de faire des proxys dessus. D'accord. Donc, il y a une sorte de course à l'armement depuis 30 ans où on n'arrive pas à mettre d'accord, ou au moins à faire en sorte que les gens de la sécurité et de la vie privée se parlent. Donc, il y a un problème de fond qui est que la vie privée, on verra pas avec la vie privée, si je la mets comme une jauge, elle va être privée, mais pour ça elle a besoin de sécurité. Donc la sécurité, quand la vie privée n'aime pas la sécurité, c'est parce qu'elle doit donner quelque chose de sensible à un parti tiers dont elle peut pas lui faire confiance, et elle a raison. Elle peut pas faire confiance à la sécurité. Et de l'autre côté, la vie privée a besoin de la sécurité pour prouver qu'elle est privée. Donc on est dans un espèce de chat de Schrödinger quantique où on a les deux états en même temps. Et malheureusement, on est dans un mode où on n'a pas l'expérience qu'ont les physiciens. Les physiciens ont vu ce paradoxe il y a très longtemps, ils en ont fait quelque chose. Mais nous, on n'est pas dans cet état-là. Donc on est dans un état dogmatique où on a des gens qui ont cassé cette complexité. On a les zélotes de la vie privée d'un côté et les zélotes de la sécurité de l'autre. On a deux camps qui ne se parlent pas, et malheureusement, on n'arrive pas à avancer. Donc il y a des gens comme moi qui auraient bien voulu qu'il y ait un modèle différent qu'on appellerait de respectful inspection, dans lequel, premièrement, on a une ontologie de l'interception qui permettrait de séparer tout ce qui est au-delà d'interception légale, censure, etc., qui sont des choses différentes, je ne les mets pas à égales, mais qui sont des interceptions qui veulent être invisibles.
d'une interception qui veut être visible, parce que elle, la seule chose qu'elle dit, j'en ai rien à faire de où vous allez, la seule chose que je veux, c'est pouvoir vous sécuriser, qu'il n'y ait pas de conneries qui vous arrivent, et qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui sortent. Et donc comme on n'arrive pas à même entrer en matière, puisque moi en tout cas j'ai perdu le consensus en 2018, sur une sombre histoire qu'on ne peut pas faire maintenant, on ne peut pas revenir dessus, c'est pas qu'on peut pas, mais ça va être très difficile de revenir dessus, donc là on a un modèle de sécurité qui est uniquement un modèle où on a les éléments de sécurité sur les deux endpoints, avec rien au milieu. Je suis pas d'accord avec ce modèle-là, hein, je peux expliquer pourquoi, mais c'est toujours dit que j'ai pas gagné cette bataille. Faut peut-être replacer le modèle de menace. Grosso modo, quand on considère le modèle de menace sur une connexion TLS, on a d'abord le SIGINT, l'observation passive, qui est un état ou un adversaire qui observe la communication et qui en déduit ce que vous faites et qui va l'utiliser contre vous. Donc ça, depuis SSL.3 quelque chose, il n'y a plus vraiment de grosses attaques qui permettent de déchiffrer le contenu des communications, mais en revanche, il y a la capacité de savoir ce que vous visitez, pas le détail du chemin, mais le site que vous visitez, et c'était à cause du SNI. Il y a un modèle d'interception silencieuse, pardon, qui était tous les proxys invisibles, en fait, qui est ce que l'on peut faire sur son, ce qu'on pouvait faire sur son réseau et qui marche de moins en moins avec TLS 1.3, enfin plus avec TLS 1.3, qui est de rediriger silencieusement toutes les connexions HTTPS vers un proxy et que le proxy établisse pour vous, termine la connexion SSL et l'établisse pour vous vers le serveur destination et du coup voit le contenu de la connexion TLS et soit capable d'analyser ce contenu et éventuellement faire du filtrage antiviral, du DLP et toute forme de protection, alors que ce soit vous utilisateur ou votre organisation qui soit protégée. Pardon. Il y a la protection contre l'injection, qui est quelque chose qui est important et qui en particulier a été documenté d'abord dans les leaks Snowden sous le nom de Quantum Insert, mais on a pas mal d'attaquants qui utilisent ce genre de choses. Je sais pas, un des plus connus c'était Mosquito de Turla, donc un attaquant supposé russe, qui injecte des réponses malveillantes dans un trafic légitime. Il y a aussi tout un tas d'attaques, en particulier qu'on voit peu en France, mais qu'on voit chez les fournisseurs d'accès Internet aux États-Unis, qui est de l'injection de publicité dans du trafic légitime non chiffré. Et puis, il y a l'usage de l'analyse de vos communications pour essayer de déterminer en aveugle ce que vous faites. Et puis, de l'autre côté, le côté protection, c'est se protéger contre une infection qui arrive sur le poste de travail, ou une attaque qui peut être du phishing aussi, depuis une adresse illégitime, et qui nécessite d'inspecter le trafic, enfin, en tout cas de savoir ce à quoi vous vous connectez pour le comparer à soit des motifs, soit des bases de domaines ou de sites ou d'URL malveillants, ou des motifs d'URL malveillants, qui permettent de déduire que vous êtes en train de vous faire avoir et que votre poste va se faire compromettre. Et clairement, si on chiffre la communication de bout en bout, la sécurité, elle est entièrement dans le navigateur parce que tous les intermédiaires sur le réseau ne peuvent plus le voir. Il y a quand même une exception, c'est si je positionne explicitement une configuration de proxy dans mon navigateur, jusqu'à présent, même en TLS 1.3, je peux faire de l'inspection de trafic sur le proxy qui est configuré. Donc qu'est-ce que ça change ? Alors, ça rappelle que j'ai pas fini de la réponse à Paul, mais je vais d'abord répondre à ça. Alors, la différence, c'est que il y a le mode transparent et le mode explicite. Le mode explicite qu'il faut bien comprendre, parce que les gens me disent effectivement, mais Arnaud, on s'en fiche, on a un proxy explicite, donc on peut continuer à se défendre. Non, vous pouvez plus. Alors pourquoi vous pouvez plus? C'est que quand on est en mode explicite, sans ECH, sans ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon navigateur qui va dire au proxy, j'aimerais que toi tu te connectes pour moi à l'autre bout. Donc, entre mon navigateur et le proxy, quelque part on s'en fiche, peut être en TS 1.2 ou ce qu'on veut, c'est pas grave, et après le proxy lui va faire les choses comme il faut vers l'extérieur. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on commence par faire un HTTP Connect. HTTP Connect avec la destination, exemple.com, qu'on passe au serveur, donc le serveur après s'en fiche de ce qu'il y a derrière, lui il sait qu'il doit aller sur exemple.com. Le petit problème, c'est que quand maintenant on passe en ECH, cette fois-ci le navigateur il va faire un TS 1.3 avec ECH, mais évidemment pour rester cohérent, il va plus passer exemple.com dans le HTTP Connect. La seule chose qui peut passer, c'est le client facing server.
Donc, le proxy, qu'est-ce qu'il fait? Il voit arriver quelque chose, il dit, ben, va sur client-facing server. Oui, mais je peux rien en faire du client-facing server. Et c'est là où ça dérape. Donc, c'est bien pensé, parce que là, effectivement, tous les gens qui imaginent qu'ils vont pouvoir encore faire la défense avec un client-facing server, avec un explicit proxy, non, ça ne marchera plus. Votre défense se fera percer de bout en bout. Et est-ce qu'il y a un moyen, ou est-ce qu'il y aura plutôt un moyen de dire au navigateur de ne pas utiliser ECH, mais de rester sur un mode oui. On va dire traditionnel? C'est une bonne question, mais j'oublie toujours pas la question de Paul. Alors. Je vais d'abord répondre à Paul et je vais revenir après dessus. Donc Paul, tu disais, mais est-ce qu'on est protégé finalement? Moi, je pense que la réponse est non. Dans cette course à l'armement, à chaque fois, un parti a réussi à brécher le protocole. Je pense qu'il y a des armées qui sont suffisamment fortes qui vont réussir à brécher le protocole. Je ne me demande pas comment, hein, c'est purement spéculatif, mais je suis convaincu qu'il y en a qui vont réussir à le faire. Je connais un petit peu le monde de l'interception légale parce que j'ai dû implémenter l'interception légale dans des pays responsables comme la Suisse et l'Allemagne, donc je sais comment ça marche. Et je sais la puissance de feu de ces communautés-là, donc un jour ça va arriver. C'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Ce qui veut dire que les gens qui pensent qu'en faisant ECH, ils vont réussir à protéger les gens, non, ils leur mentent. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont croire qu'ils sont protégés avec ECH, mais ils ne le seront pas. C'est mon opinion personnelle. Donc pour revenir à ce que disait Johan, maintenant qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Donc la possibilité, déjà il faut remettre dans le contexte, pourquoi est-ce qu'on pose la possibilité de est-ce qu'on peut mettre ECH ou pas? Alors, avant que je réponde à ça, il faut que j'explique qu'il y a effectivement un problème parce que on a des gens des droits de l'homme qui quand même contrôlent l'IETF, pratiquement tous les éléments de l'IETF. Il faut quand même voir qu'il y a un point de contrôle important à l'IETF par une partie des gens des droits de l'homme. C'est pas ma partie. Je suis très pro droits de l'homme, mais pas comme ça. Et c'est des gens qui ont une approche de dire les seuls qu'il faut protéger, c'est les dissidents et les groupes fortement discriminés. Parce que je comprends qu'il faut les protéger. Mais en revanche, ce qu'ils ont beaucoup de problèmes à considérer, c'est que il n'y a pas que ces gens-là. On a les enfants qui se connectent en ligne, on a le système éducatif qui a besoin de protection, on a les entreprises qui ont besoin de se protéger, et là aujourd'hui, c'est des communautés, il y en a d'autres, hein, c'est des communautés qui, elles aussi, ont des droits. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces gens-là, si on leur met ECH, ils peuvent plus faire la défense comme il faut. Aujourd'hui, en Royaume-Uni, par exemple, les gens qui font du Channel Protection, c'est pratiquement obligatoire de le faire par le réseau. C'est-à-dire qu'il y a des grosses incitations pour que les opérateurs mettent en place des systèmes de protection par le réseau. Alors, il y en a qui me disent, oui, on peut le faire aussi sur le endpoint, c'est aussi possible. Moi, j'étais chez Norton avant, donc je sais très bien qu'on peut le faire sur le endpoint, mais je sais aussi les limites que ça. Donc, toujours est-il que là, on est en train de retirer un moyen de défense. Donc, le problème, c'est que on a des gens qui sont dans les droits de l'homme qui ont une vision très particulière en disant, c'est le prix éthique à payer pour le moment est tellement fort qu'on doit faire un sacrifice. Donc, ils n'ont pas peur de ne pas fournir de solutions pour un certain nombre d'autres communautés. Donc, les systèmes des écoles aujourd'hui, par exemple, s'ils ne montrent pas qu'ils ont une défense contre les sites, c'est pas que des problèmes de sites pornographiques, ça peut être des sites, par exemple, d'humiliation, de suicide, d'harcèlement, etc. C'est un certain nombre de choses. Et ben, dans certains pays, les écoles n'ont pas les subsides de l'État. Donc, ils peuvent pas payer pour pouvoir faire avancer ce qu'ils ont besoin. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas des alternatives à tout ça, mais là, pour le moment, on est en train de prendre en étranglement un certain nombre de groupes, je ne parle pas des entreprises encore, qui, elles, d'abord, sont pas au courant. Le premier problème, c'est que personne n'est au courant. J'expliquerai après le rôle des mauvais acteurs là-dedans. Mais donc déjà, là, on a un certain nombre de problèmes il va falloir quand même faire quelque chose. Alors, en plus, on a les bad guys. Alors, voilà le problème que moi j'ai, et ça me chagrine beaucoup plus, c'est que je suis un agent, un cybercriminel. L'IETF, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de faire un protocole qui permet de cacher la destination, et quand le protocole n'est pas là, vous envoyez des écrans de fumée pour faire croire que, pour comprendre, pour que je puisse me cacher, mais on a un deal. On a un deal. Moi, je fais du ransomware, tous mes command and control, je les passe par ECH.
Garantie. Donc, le petit problème qu'on a, c'est qu'il faut quand même voir que le chiffrement n'est pas égal à la sécurité. Ça, c'est une illusion. Les gens qui sont en IETF ont très peu de connaissances de ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle. Donc, ils ne comprennent pas ça. Ils veulent pas en entendre parler parce que pour eux, le filtrage est mauvais. Alors, quand on est en temps défense et quand on a un ransomware et qu'on tient plus que sur un lien, parce que c'est arrivé à certains de mes clients, ils ont failli perdre leur subsidiaire pour 1,3 milliard d'euros à 30 ans d'existence, et que vous avez un seul lien qui tient pour le backup et que vous êtes en train de nous attaquer, je vous jure que là, IETF, pas IETF, filtrage, pas filtrage, il va falloir faire quelque chose. Donc, on a un gros problème entre des communautés qui ne veulent pas se comprendre aujourd'hui, mais là, effectivement, il y a un souci. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je suis dans le monde entreprise, je peux faire plusieurs choses. D'abord, je peux essayer de désactiver les options ECH dans les navigateurs si je les contrôle. Je suppose que on contrôle ces endpoints. Dans ce cas-là, je peux le faire. C'est une première chose. Ça a plein de limites parce que ça marche pas pour le Bring Your Own Device. Bring Your Own Device, je contrôle pas. Ça marche pas non plus, comme le disait Paul, je crois, parce qu'il n'y a pas que, ou Christophe, il n'y a pas que les navigateurs. TLS est utilisé par des applications. Et vous êtes sûr qu'il y a des gens qui vont écrire des applications, ils vont embarquer les librairies TLS avec ECH sans même s'en rendre compte. Et ce ne sera pas optionnel. Donc eux, ils vont forcer ECH. Et puis, troisièmement, il y a les navigateurs, c'est pas dit qu'ils vont le laisser en mode optionnel. Nous, quand on a démarré cette histoire-là chez nous, c'est parce que je me suis réveillé un jour, l'année dernière, en janvier 2022, en réalisant que Chrome allait partir avec ECH en force. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai pu contacter Kenji Bae, qui est le product manager de Google de Chrome. Je me suis rendu compte qu'il était français, on a discuté, une très bonne discussion, et puis bon, il y a d'autres forces qui ont fait qu'ils ont rendu ça optionnel. Mais c'est temporaire. Les navigateurs, un jour, vont peut-être le changer, hein, c'est obligatoire. Et quatrièmement, on a le malware qui, lui, il va pas jouer par ses règles, il va passer par. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est si on contrôle son DOH server, et là c'est un petit peu plus puissant, ce serait de stripper les ressources record. Donc si je coupe les ressources record, je désactive ECH par force. Et du coup, s'il n'y a pas les ressources record, les navigateurs ou autres ne peuvent pas engager ECH. En fait, on voit bien, alors il y a clairement une question de en qui j'ai confiance. Est-ce que j'ai confiance dans mon organisation qui m'a fourni un poste de travail avec sa configuration de proxy? Est-ce que j'ai confiance dans mon fournisseur d'accès Internet assujetti à mes lois locales? Ou est-ce que j'ai confiance en fait dans un GAFAM qui fournit le gros de l'hébergement sur Internet et dans les gros CDN qui sont tous américains? Qui plus est, aujourd'hui, les organisations de droits de l'homme se reposent sur le fait que les États-Unis est un des pays les plus libéraux au monde, mais rien ne garantit que le gouvernement américain n'évolue pas dans les prochaines années dans quelque chose d'un petit peu plus fondamentaliste chrétien, par exemple. Du coup, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu cette bataille, considérant qu'il n'y a que 3 acteurs qui fournissent des navigateurs et qu'ils ont franchement décidé que contrôler le navigateur et le serveur, c'était plutôt leur truc? Très bonne question, et donc là, pour expliquer un petit peu, il faut redonner un peu d'écosystème. Il n'y a pas que les fournisseurs de navigation. Ceux qui me posent beaucoup plus de problèmes, c'est les CDN. Alors les CDN, d'abord, il faut voir que c'est une population très particulière. Et il faut aussi voir que c'est une population qui a quand même réalisé un coup qui est de pratiquement créer ce qu'on pourrait appeler le layer 9. Donc on avait le layer 7 qu'on connaissait bien. Le layer 8, c'est un petit peu tous ces gens qui ont réussi à sortir du layer 7 vers un nouveau monde. Il y a Google, un certain nombre d'autres. Et le problème, c'est que tout ça, c'était dans un modèle d'Internet qui était end-to-end. Sauf qu'il y a des petits malins qui s'appellent les CDN qui ont changé ce paradigme dans un paradigme edge-to-edge. Et par effet de gravitation, ils ont commencé à déformer le champ de gravitation d'Internet. Donc ce layer 9, les CDN, le problème c'est que quand on regarde, on s'est posé la question, il y a un universitaire très brillant qui à l'IETF de San Francisco a fait une très belle présentation sur la fragmentation. Et disant, finalement, je comprends pas ce que c'est que la fragmentation parce que mes données me disent que le monde n'est pas fragmenté. Le monde est essentiellement US. Et quand il montre
toutes les capacités qui sont offertes aujourd'hui, elles sont essentiellement à plus de 60% jusqu'à 90% offertes par des boîtes américaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet effet de gravitation, il est essentiellement centralisé sur les CDN et dans les CDN sur un acteur. Donc la vraie question qui se pose, d'abord, c'est pourquoi on a aussi peu de diversité. Par exemple, il pose la question, or, ce que je vois, c'est qu'on a un phénomène de centralisation qui est aussi un phénomène qui est un effet pervers de la standardisation. C'est que dans les standards, quand on les écrit, on peut permettre plus de choses pour certains groupes que d'autres. J'ai qu'un certain standard, tu prends IMAP par exemple, IMAP a permis beaucoup de centralisation. C'était un effet de bord. D'autres standards, c'est pour ça que les droits de l'homme sont là, ils ont compris que certains standards peuvent être plus favorables à certaines idées des droits de l'homme par rapport à d'autres. Avec l'objectif, faut pas oublier, la standardisation, elle est derrière la réglementation. Je ne peux pas écrire de réglementation si je n'ai pas de standard technique derrière. Les deux sont deux roues qui se lient par ce qu'on appelle l'harmonisation. Je suis dans la réglementation X, j'ai besoin du standard Y. Je le fais par le processus d'harmonisation. L'Union européenne, je crois que ça s'appelle le L5, c'est le processus qui permet de faire cette harmonisation. Donc, il y a des gros effets qui se passent. Donc, le problème, pour revenir à la question, c'est que les gens qui font les navigateurs, je comprends très bien pourquoi ils le font. Mais les gens qui font les CDN, eux, ils ont un intérêt beaucoup plus important parce que quelque part, ils permettent de changer le marché d'un point vers un autre. Si je suis CDN et que je vois le SNI, je peux appliquer toute une stack de sécurité. Mais je ne permets plus aux autres de le faire. Là, on va avoir un problème de dominance de marché. Alors, le problème de dominance de marché, il se gère par d'autres. Donc, pour le moment, c'est de dire, attention, c'est pas que les navigateurs qui font ça, c'est d'abord, je pense, les plus puissants sur le sujet, c'est les CDN. Donc, je suis pas sûr d'avoir bien saisi. Ça veut dire que les CDN qui sont essentiellement américains, ils pensent qu'ils vont être les seuls à pouvoir faire une analyse du contenu que ne pourront pas faire tous les acteurs actuels bien connus en cybersécurité. Ça montre, ça met en évidence, ce point met en évidence en fait une lutte qui a commencé il y a quasiment une décennie, et d'ailleurs qui est intéressante parce qu'on la voit entre l'ITU et l'IETF, qui est la force des pays, des nations, contre la force de ce qu'a représenté l'Internet, qui est de droit américain quasiment depuis le début, et où il y a une très très forte prévalence des acteurs américains. Ça fait quelques années que des pays dont on n'aime pas en Europe et aux États-Unis la relation aux droits de l'homme, comme le sont la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, etc., ont découvert qu'à travers l'ITU, qui est une agence des Nations Unies, ils pouvaient avoir une influence sur des standards. L'IETF, c'est avant tout quelque chose de plus ouvert, mais qui est dominé par les acteurs qui peuvent faire, et les Américains ont été très dominants là-dessus, et les entreprises américaines ont été très dominantes historiquement dans ce domaine, et en particulier aujourd'hui, les acteurs, clairement, les acteurs du cloud, je veux dire, il y a des standards comme HTTP2 et HTTP3 qui ont essentiellement d'intérêt si on a des millions de sites. Si vous hébergez 10 sites, ça n'a aucun intérêt. Cette évolution, aujourd'hui, elle fait qu'il y a un clash, et qu'il y a des tentatives de restructurer ce que c'est que le réseau international et ce que c'est l'Internet entre ces deux optiques, la force des nations et la force de l'IETF et des standards qui sont essentiellement basés aux États-Unis. On a bénéficié pendant ces 30 ou 40 dernières années du fait que on bénéficie d'un accord grosso modo sur les valeurs avec les Américains. À quelques détails près. Par exemple, les Américains ne considèrent pas que censurer les publications nazies c'est une bonne chose, alors qu'en France ou en Allemagne c'est complètement interdit. Mais globalement, sur les valeurs humaines, protection des minorités, etc., on a partagé la même vue, et le fait que les principaux acteurs de l'Internet soient américains a bénéficié à nos vues. Aujourd'hui, on a la Chine, on a la Russie, on a tout un tas d'acteurs dont on parle moins, qui ont des milliards d'utilisateurs mis bout à bout. Si vous regardez ce qui est censuré en Inde, c'est pas forcément votre vision de ce que l'Internet devrait être non plus, on n'en parle pas, parce qu'on parle beaucoup de la Chine et des pays du Golfe, mais ça reste problématique. Et on se retrouve dans une tension qui descend aujourd'hui dans la technique. Je crois que c'est Borsmeyer qui a publié un livre qui défend l'idée que les choix techniques
sont des choix politiques. Et là, on est typiquement là-dedans, où en fait, si on a un tunnel opaque entre le navigateur et les ressources web, eh bien, on a une force énorme sur ce que vous voyez, sur ce que vous choisissez, sur ce que vous ne voyez pas, des gens qui opèrent les sites web, ou du moins le point auquel vous vous connectez, l'Internet Facing Server et le navigateur, sur ce que vous voyez, et aujourd'hui, ils sont tous assujettis à la loi américaine. Et si la loi américaine évolue, eh bien, on peut imaginer une divergence entre les valeurs européennes, françaises, parce que je suis français, mais globalement européennes, et les valeurs américaines. Et dans ce cas-là, on va avoir des questions à se poser sur ce qui est légitime ou pas dans ce qu'on affiche dans le navigateur. On peut le voir directement aujourd'hui quand on a la France qui décide de bloquer l'accès à certains sites. Mais si votre navigateur se connecte, fait du DNS, aujourd'hui c'est essentiellement par du masquage de sites DNS, de la redirection, du blackhauling. Bah, si votre DNS va directement chercher sur 8888 qui est chez Google, ce filtrage est inopérant. Alors, le problème que ça pose, c'est que c'est pas seulement l'UIT, parce que l'UIT, j'ai des rôles extrêmement forts en leadership à l'UIT, donc je connais très bien. Le truc, c'est que tu as raison, donc c'est un problème d'État, mais ça va bien au-delà de l'UIT. Prends par exemple la réglementation DORA. C'est la réglementation de l'Union européenne qui va forcer tout le monde financier à appliquer un risk management et d'autres choses de façon. C'est très intelligent. DORA a été très bien fait, je pense. C'est une très grosse réglementation qui va arriver le 17 janvier. Et qui est sur la Digital Operational Resiliency Act. Donc c'est un problème de résilience. En gros, l'Union européenne veut faire en sorte que tout son secteur financier européen, ceux qui opèrent en Europe, soit extrêmement résilient. Et l'article 1.1, il parle de quoi? Sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Or, le problème qu'il y a avec ça, c'est que ce que CH empêche de faire, c'est ce qu'on appelle du déchiffrement sélectif. C'est quoi le déchiffrement sélectif? C'est de dire, aujourd'hui, quand je suis dans une entreprise, quand je vois passer mon trafic, je veux pas tout intercepter. Si l'utilisateur va sur game.com, je m'en fiche. S'il va sur sa banque, je m'en fiche. Par contre, ce qui est dans ma politique, je vais pouvoir faire deux choses. Tout ce qui vient d'un site qui est douteux, je vais pouvoir le passer au scanner. D'accord? Et tout ce qui est en data loss prevention, si j'envoie quelque chose sur box.com, je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas de bêtises qui sortent. Souvent, c'est des bêtises. On fait ça par erreur. On met un fichier qu'on ne devrait pas sur box.com ou sur d'autres sites. Donc, quand CH est en place, tout ça, c'est mort. Ça veut dire que si je suis une banque ou une entreprise et que je dois faire ça pour des raisons de conformité, je ne peux plus le faire. Donc, imagine le problème que moi j'ai avec mes clients, c'est que je vais pas jouer au dé avec leur sécurité. D'accord? Je veux pas me permettre que tout d'un coup, il y ait tous des flux qui partent, ils peuvent pas les contrôler pour des raisons de sécurité, ou ils vont se taper des amendes énormes parce qu'ils peuvent pas accomplir la RGDP ou les DORA ou toutes les choses qu'ils vont devoir faire, la NIS, la NIS 2, etc., qui vont arriver. Je parle pas de CRA et des autres choses qui sont en train d'arriver. Donc on a quand même un gros clash, pour reprendre ce que disait Christophe, entre effectivement une vision gouvernementale des choses et une vision IETF des choses. Derrière, c'est quand même une vision très fortement liée aux droits de l'homme, parce que les CDN, ils bénéficient quand même d'une rhétorique fantastique, là. Ils n'ont pas besoin de se justifier pour pouvoir faire les choses. Moi, par contre, quand je prends le micro à l'IETF, j'en prends plein la tronche, mais ça, c'est autre chose. Et finalement, on en revient sur la remarque de Christophe derrière. Quid de l'adoption qu'il va y avoir d'ici 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est-à-dire qu'au vu finalement, en fait, des risques potentiellement pris avec la mise en place de CH, peut-être que l'adoption va être complètement minime, voire inexistante dans les prochains mois. Alors, je pensais ça aussi, Paul, parce que je pouvais pas y croire quand j'ai vu le CH arriver, enfin pas comme ça, pas dans ce modèle-là. Non, je pense que l'adoption va être très forte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est, on va reprendre déjà une petite donnée historique. Quand TLS 1.3 est arrivé, il était à 0%, c'était en 2018. Le décollage, c'est une ligne constante sur 4 ans. Donc en 3 ans, il dépasse TLS 1.2 et en 4 ans, là, il domine complètement l'adoption. C'est-à-dire qu'on est sur une adoption qui prend à peine quelques années.
Là, il faut voir qu'il y a quand même un grand nombre de partis, mais des gros partis qui ont fait un investissement gigantesque, mais colossal. D'accord? Et donc, ils vont vouloir ce qu'on appelle vulgairement leur retour sur investissement. Donc, où on en est aujourd'hui? D'abord, le protocole, je pense qu'il va bientôt être ratifié, enfin, il sera ratifié à mon avis avant l'été prochain. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis en plein dedans, je vois très bien les activités qu'il y a sur le GitHub qui gère le draft CH. Là, j'ai été bombardé de notifications sur les derniers jours. Il faut que je regarde, je n'ai pas eu le temps encore, mais toujours est-il que je vois beaucoup d'activités. Comme l'IETF 118 va se passer à Prague début novembre, je vais y aller, à mon avis, on va voir une demande pour faire un last call. Donc, la communauté va dire on veut faire un last call, ils vont voter, la réponse sera oui. Et donc, ils vont lancer le last call, ça veut dire que c'est une procédure dans laquelle ils vont commencer à faire la fin du développement, enfin, ils vont être en last call. Et après le last call, il y a ce qu'on appelle l'IESG. Donc, l'IESG, c'est l'ensemble des area directeurs de l'IETF qui vont commencer à regarder tout ça. Et le problème, c'est qu'ils doivent quand même aligner un certain nombre de textes, parce qu'il n'y a pas que ECH. Il y a plusieurs textes qui sont interdépendants entre eux, c'est ça leur complication. Ça, c'est une chose. Donc, à mon avis, je pense que si en parlant avec les présidents du groupe TLS, on est à peu près sûr que s'ils lancent maintenant, si toutes les lunes étaient alignées, il leur faudrait 5 mois. Donc, 5 mois, on va se retrouver au mois de mars. Allez, on va leur donner jusqu'à l'été. L'été, ce sera... Par contre, comme ils contrôlent tout, ils savent que le moment où ils appuient sur le bouton, ils sont sûrs d'arriver au bout. Donc, qu'est-ce qu'on voit par contre au niveau de l'implémentation? C'est que Chrome 117 est en prod. Ça, c'était il y a 15 jours. Cloudflare a annoncé qu'ils partent en prod. Alors, ils ont essayé, ils ont lancé, ça a merdé, ils vont revenir, mais peu importe, ils sont pratiquement en prod. Il faut quand même voir aujourd'hui que les Russes, les Chinois et les Iraniens bloquent déjà des flux ECH. Chrome nous a annoncé qu'ils sont déjà à plus de 1% d'utilisation de CH. Donc, et ça, c'était au mois de juillet. Donc, je pense qu'on va être déjà à plus. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces acteurs ne vont pas attendre la ratification pour que ce soit implémenté. C'est déjà implémenté. Et ce que je comprends pas, c'est que, enfin, moi, je connais l'ITF d'une autre époque, hein, parce que j'ai fait tous les ITF de 98 à 2002. Et à l'époque, j'avais vu une forte évolution avec une participation asiatique et chinoise en pleine explosion. Et là, tu me décris un ITF comme si on était au début des années 90 ou 2000. Donc, enfin plutôt 90. Mais je comprends pas. Les Chinois, ils jouent quel rôle? Ou aucun rôle Parce que qu'est-ce qu'ils pensent de cette évolution protocolaire? Alors, c'est aussi une très bonne question. Les Chinois sont très présents à l'IETF, mais ils ont, entre guillemets, d'autres chats à fouetter. Les Chinois, ils ont un autre gros problème, c'est de positionner NewIP. NewIP, ça viendra plus tard, hein, c'est dans toute l'évolution qu'on a en ce moment, il y a un très gros changement qui est prévu, qui s'appelle NewIP, que les Chinois ont poussé en regardant ce que les Zurichois avaient fait avec le réseau Sion, SCION, et ils ont essayé de le pousser en 2019 à l'UIT, et on l'a repoussé. Ils ont essayé de le passer en force d'une façon très bizarre à l'ETSI, et ça a été repoussé, on s'en est aperçu à la dernière minute, et ils ont essayé de le pousser à l'IETF, et on les a repoussés aussi. Finalement, ils sont arrivés à l'IETF avec ce qu'on appelle le Working Group CATS. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est sympa d'essayer de vouloir fixer BGP et de changer un grand nombre de choses sur Internet avec l'identification de device, avec tout un ensemble de choses. On va pas faire le sujet maintenant, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Mais les Chinois, ils sont très occupés par rapport à ça. Alors maintenant, si on est cynique, moi je serais chinois ou russe, j'attends qu'une seule chose, c'est que tout ça, ça se termine. Quand je voudrais faire mon propre CDN ou mon propre affaire, parfait, j'ai tout ce qu'il faut pour centraliser et contrôler l'ensemble. Arnaud, on n'a probablement pas fait le tour de la question, mais est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Alors, le mot de la fin que j'ai, c'est... moi, j'espère qu'un jour, on arrivera
à faire se rejoindre les deux communautés de la vie privée et de la privacy, de la sécurité, parce que je pense qu'on en a absolument besoin. Et je pense que les gens qui reprochent aux gens de la sécurité d'être man in the middle, moi je peux dire aux gens qui vont faire ce monde-là, je peux dire oui, mais qu'allez-vous faire quand vous aurez man in the browser? Vous ne pouvez pas avoir le navigateur comme juge et partie. Donc, si je prenais une analogie avec le corps humain, les gens qui sont dans mon opposition, ils rêvent d'un modèle qui soit purement lié à une sécurité qui ressemblerait au système immunitaire. Et ils voudraient ne plus avoir, en gros, ne plus avoir de médecins, de médicaments, etc. Parce que c'est vrai, on ne peut pas leur faire confiance. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que ECH va trop vite, les gens ne sont pas au courant, les gens qui font du malware passeront par ECH, ça c'est garanti, je peux vous le prouver, pour faire des commandes de contrôle. Et le problème, c'est qu'on va arriver dans un modèle dans lequel on va tuer un modèle de défense, petit à petit. Et donc, c'est assez bizarre parce que le corps humain a mis des millions d'années pour se faire. Nous, on joue à Homo Deus, et en 50 ans, on a fait un Frankenstein. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'occuper de ce Frankenstein sans médecin, sans médicaments et sans psychanalyste? Ce sera au niveau de la fin. Bon, eh bien, l'image est intéressante. En tout cas, le sujet est passionnant. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.